Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du jeudi 20 juin 2024. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Plus de 400 exposants des professionnels du tourisme et de l'artisanat se sont donné rendez-vous à partir d'aujourd'hui au centre de conférence international d'IVAT à travers le salon ITM ou salon international du tourisme de Madagascar, 10e édition, et de l'IHM ou salon international de l'artisanat de Madagascar, première édition. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus durant les 4 jours du salon. C'est un événement pour faire connaître Madagascar à travers le thème l'art du voyage, mais aussi une opportunité d'affaires entre les professionnels pour la promotion du tourisme et de l'artisanat. La Côte d'Ivoire est l'invité de cet événement qui a été ouvert officiellement par le chef de l'État malagasy, Andji Rajoelina, ce matin. Reportage de Judy Kelrin Générine et Andoura Zanjaïp. L'ITM 10e édition ainsi que la première édition du Salon de l'artisanat de Madagascar ou IHM ont débuté aujourd'hui. Les centaines de stands montreront aux visiteurs les destinations de rêve des 4 coins de la Grande Île. Les diverses prestations artistiques qui se sont déroulées lors de cette cérémonie d'ouverture au CCI IVAT ont montré la richesse culturelle de la Grande Île. Pour la Côte d'Ivoire, invité spécial à cet événement, l'objectif de l'ITM 10e édition et la première édition de l'IHM est atteint. Madagascar est connu dans le monde entier. Une cinquantaine de grands opérateurs, des professionnels dans le métier du tourisme, sont venus participer à ce salon à Madagascar pour se partager leur expérience. Si nous sommes ici, c'est pour vous dire que l'Afrique doit parler d'une même voix. Et ici, avec les efforts que vous faites, la Côte d'Ivoire se doit d'être à vos côtés pour saluer les efforts accomplis sous votre magistère. Et les efforts accomplis sont là, palpables, visibles. Même les aveugles le voient. Monsieur le Président, nous sommes ici pour dire que ce pays a un énorme potentiel. Et le potentiel se doit d'être valorisé et mis en œuvre. C'est pourquoi le collège d'hommes d'affaires que j'ai l'insigne honneur de conduire prenne l'engagement tour à tour d'engager la dynamique de croissance et de développement des affaires ici. Et que désormais nous établissons le pont entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Ce salon est une occasion pour les opérateurs de se rencontrer et de mettre en place des réseaux. Réunir les professionnels dans un seul endroit est aussi l'objectif afin qu'ils puissent être en contact direct, selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Par ailleurs, le Salon de tourisme 10e édition a été organisé en parallèle avec le Salon de l'artisanat première édition, car l'artisanat malagasy, qui sera mis en valeur lors de cet événement, ne peut pas être dissocié du tourisme. Pour valoriser le potentiel de l'artisanat malagasy, nous avons élaboré une stratégie ambitieuse autour de 3 axes majeurs. L'accès aux matières premières, la professionnalisation des artisans et la recherche de débouchés commerciaux. La recherche de matières premières est aujourd'hui une des préoccupations majeures des artisans. La mise en place de centrales d'achat vise à assurer un approvisionnement pérenne de ces ressources essentielles pour nos artisans. Quant à la professionnalisation des artisans, plusieurs programmes et initiatives sont en cours d'élaboration afin d'améliorer les compétences des artisans, de les insérer dans le secteur formel et de les soutenir à rehausser la qualité de leurs produits. Une plateforme d'autorecensement des artisans est disponible dorénavant et un programme de formation des formateurs sur plusieurs métiers en cours d'élaboration. En ce qui concerne la recherche de débouchés, plusieurs projets ont été mis en place, entre autres la première route de l'artisanat sur la RN1. L'installation de ventes-expositions ponctuelles de produits artisanaux dans les lieux stratégiques tels que les ports à l'arrivée des croisiéristes et les aéroports internationaux. La création d'un village artisanal à Ivatu, l'organisation d'événements de promotion de l'artisanat
à l'image de cette première édition du salon IHM, et la mise en relation entre les acheteurs internationaux de produits artisanaux et les artisans. Le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, a ouvert officiellement l'événement aujourd'hui. Le tourisme est sur la bonne voie et est promis à un bel avenir, a souligné le président malagasy. Plusieurs étapes ont déjà été franchies dans la promotion de l'artisanat. Néanmoins, l'État malagasy continuera son appui, notamment en incitant les touristes à visiter Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif pour le développement touristique et économique de notre pays. La construction de 11 500 chambres supplémentaires réparties sur l'ensemble du territoire est pour nous une priorité pour satisfaire la demande croissante. Des réserves naturelles sont déjà prêtes à accueillir des éco-lodges de luxe, des éco-resorts et des hôtels haut de gamme. Je suis ravi d'annoncer l'ouverture prochaine, comme vous le savez déjà, le 3 septembre, de la ligne aérienne qui reliera les Émirats Arabes Unis, précisément Dubaï et Antananarive. Cette nouvelle connexion sera la porte qui ouvrira Madagascar sur le monde, mais surtout à de nouvelles opportunités. Cette ouverture du ciel de Madagascar a encouragé d'autres pays, comme l'Égypte, la Chine, l'Inde ou l'Israël, à manifester leur intérêt pour desservir la grande île. Actuellement, nous continuons notre progression dans l'installation d'un environnement d'affaires propice et favorable aux investissements pour un développement rapide, durable et efficace du secteur tourisme. Nous continuons d'innover et d'identifier les grands projets. L'ouverture de la ligne aérienne qui reliera les Émirats Arabes Unis et Madagascar nous pousse, et là, Monsieur le ministre du Transport, dès lundi, nous allons mener une réunion avec Madagascar Airlines pour augmenter les flottes de notre compagnie pour relier les villes et provinces de Madagascar. Mais il y a également la finalisation des partenariats avec les compagnies aériennes, mais surtout l'implantation des grandes enseignes hôtelières. Et là, j'annonce déjà, il y aura la construction, qui vont démarrer cette année, de 15 hôtels 5 étoiles à Madagascar. Défi sur le thème l'art de voyager pour l'ITM 10e édition et l'IHM première édition a également été relevé. Les richesses naturelles et culturelles de Madagascar y sont présentées. La destination Madagascar, à travers son artisanat et sa beauté, est présentée à l'occasion de cet événement. L'objectif à l'international est également atteint avec les 20 pays étrangers qui participent à ce salon. Avec l'appui de l'État malagasy et l'ouverture aux investisseurs étrangers, le tourisme et l'artisanat figurent désormais parmi les piliers de l'économie de Madagascar. Dans un tout autre sujet à présent, parlant des séquelles laissées par le cyclone Gamané en mars dernier, des responsables gouvernementaux ont effectué une réunion avec les partenaires diplomatiques, techniques et financiers en réponse à leurs sollicitations pour avoir des détails des besoins des sinistrés du cyclone Gamané. Même si les districts victimes commencent à se relever actuellement, les aides d'urgence ne sont pas suffisantes pour une totale redressement. Les PTF ont montré aujourd'hui leur volonté d'apporter leur aide. Reportage sur les images de Zahra Ranjianso. Si l'on rappelle les conséquences laissées par le passage du cyclone Gamané en mars dernier, 19 personnes ont perdu la vie, 3 personnes sont portées disparues et 4 personnes blessées. Environ 535 000 personnes ont été affectées directement par le passage du cyclone dans les 12 districts des 4 régions concernées. 22 189 ménages ont été sinistrés, 22 615 personnes déplacées, soit dans les sites d'hébergement, soit chez des familles et des voisins. 18 834 foyers ont été inondés, 779 foyers ont été détruits selon les statistiques sorties par le BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar.
Le gouvernement malagasy a déjà effectué des réponses d'urgence avec les partenaires locaux, notamment à travers la distribution de vivres et de non-vivres, le domaine du WASH, l'éducation à travers l'organisation de la reprise des cours et la distribution de fournitures scolaires, la réhabilitation des infrastructures et autres activités d'urgence. Ces réponses d'urgence ne sont pas suffisantes pour un redressement total des zones concernées et l'État a déjà fait appel pour des aides depuis. De ce fait, les partenaires diplomatiques, techniques et financiers ont demandé à l'État malagasy les détails des besoins des sinistrés du cyclone Gamané. Le total des besoins s'élève à 124 800 830 $, selon les chiffres sortis par le BNGRC au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. À Madagascar aujourd'hui, durant la réunion avec CPTF au ministère des Affaires étrangères. Ce montant comprend tous les besoins des secteurs dans les besoins logistiques avec 54 829 320 $, selon toujours les chiffres du BNGRC. Mais d'autres secteurs ont aussi besoin d'aide comme l'éducation, la santé, la nutrition, l'agriculture, l'élevage et d'autres secteurs parallèles. Néanmoins, les districts victimes commencent à se redresser actuellement, même si les aides d'urgence ne sont pas suffisantes pour un total redressement. Ainsi, les PTF ont montré aujourd'hui leur volonté d'apporter leur aide. Toujours dans cette page sociale, 10 grands projets prioritaires constituent le programme de travail de la commune urbaine d'Antananarivo durant la gestion de la ville par le PDS. Ces 10 projets prioritaires ont été présentés aujourd'hui à Mamasn avec leur budget d'exécution. Ainsi, la commune appelle à la collaboration des partenaires et des opérateurs avec les ambassadeurs étrangers en fonction à Madagascar pour le bien commun d'Antananarivo. Reportage signé Mervolat Sferen et Brasden Nilsson. Les 10 projets prioritaires qui seront réalisés dans les 6 arrondissements d'Antananarivo, la capitale, ont été présentés aujourd'hui par la municipalité d'Antananarivo à Mamasn. Un projet à réaliser pendant la gestion du président de la délégation spéciale à la tête de la commune d'Antananarivo. Ces projets concernent le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du développement économique, la réhabilitation de diverses infrastructures telles que les EPP et les bureaux de Foucontagne. Selon les explications, le budget dédié à ces projets prioritaires est supérieur à ce qui est prévu dans le budget de la commune. Ainsi, le but de cet événement aujourd'hui est aussi de pouvoir trouver des voies de financement et de coopération avec des entrepreneurs, des partenaires et des agences étrangères. Ces projets prioritaires qui seront réalisés dans les 6 arrondissements de la capitale impactent la population et devront démarrer d'ici un mois. Revenant dans la page économique, des opérateurs malagasy importateurs de produits se plaignent de ne pas pouvoir emporter plus de 10 000 € en sortant du territoire malagasy. Ces opérateurs affirment que cette somme n'est pas suffisante pour leur achat. De plus, ils affirment être victimes d'abus perpétrés par les douaniers à Ivat. Dans un reportage signé Mervolat Sferen et Brasden Nilsson. Ce sont les importateurs de produits venant de l'Asie et de Dubaï en général qui se plaignent de la situation et des problèmes qu'ils rencontrent face au plafonnement des devises à 10 000 € par personne à la sortie de nos frontières. En cas de non-respect des lois, les responsables n'ont aucune tolérance car la totalité de la somme découverte est immédiatement saisie selon les opérateurs. Ces derniers soulignent que ce sont les petits opérateurs en général qui rencontrent des problèmes à cause de telles mesures. Le transfert d'argent vers l'international engendre la hausse du prix d'achat des produits car ils doivent payer 10% de plus selon toujours les explications. De plus, cette loi favorise le blanchiment d'argent selon ces opérateurs qui demandent à ce que cette loi de 2021 sur le plafonnement des devises sortant de Madagascar soit révisée. Les agriculteurs de la région Itas, notamment ceux des 4 communes riveraines de la route de Sovnanjin et de la commune de Mananas, seront soulagés de leurs difficultés grâce à l'achèvement de la route longue de 12 km qui était en mauvais état. Cette route se faisait auparavant en 4 heures pour un véhicule tout-terrain et 8 heures pour une charrette et un tracteur. Et désormais, elle se fait en seulement 20 minutes. Ainsi, il est espéré que l'achèvement de cette route améliorera les moyens de subsistance des agriculteurs locaux, facilitant ainsi la circulation des produits. Le projet CASEF, sous l'égide du ministère de l'Élevage et de l'Agriculture, soutenu par la Banque mondiale, a permis la réalisation de ces travaux. Les détails avec Anza Raznarville.
Cette route longue de 12 km reliant Soav-Nadjin et la commune Mananas était entièrement en mauvais état et presque impraticable auparavant. Seuls les véhicules tout-terrain, les camions, les tracteurs et les charrettes pouvaient y circuler. Pour Abbé Tafk, qui a vécu depuis son enfance, la dernière réhabilitation de cette route Soav-Nadjin à Mananas date de 1968. Auparavant, une charrette partait à 1h du matin pour arriver à Soav-Nadjin à 8h, soit 7h pour faire un trajet de 5 km seulement, alors qu'actuellement, elle se fait en seulement 10 minutes. Ainsi, nous remercions le gouvernement et le CASEF, car cette route assure en grande partie notre moyen de subsistance et sa réhabilitation revêt une très grande importance pour nous. La commune Mananas, Maville et Anguissabé, situées tout au long de cette route, sont des communes qui produisent beaucoup. 70% des produits de l'ITAS passent par cette route. Des produits comme du maïs, du riz, de l'arachide et divers fruits et légumes. Ainsi, il est espéré que l'achèvement de cette route améliorera les moyens de subsistance de la population locale. La réhabilitation de cette route encouragera les agriculteurs à produire davantage si auparavant ils étaient quelque peu découragés à cause du mauvais état de la route, notamment pour le transport de leurs produits. Les collecteurs ont également profité des agriculteurs en matière de prix et désormais ce problème est résolu car le prix sera contrôlé par les producteurs que la route a été réhabilitée. On peut donc dire que la réhabilitation de la route augmentera les revenus des agriculteurs. L'achèvement de cette route présente de nombreux avantages. À titre d'exemple, la facilité de transport des produits des agriculteurs, le maintien de la paix, car en un peu de temps, les forces de sécurité arriveront sur place en cas d'attaque et il sera également facile de transporter les malades à Soav-Nadjin. Dans le passé, il n'y avait aucun lien avec Soav-Nadjin à cause du mauvais état de la route. Les malades ou celles qui allaient accoucher mouraient en chemin en cas de complications. Les produits se vendaient à bas prix du fait que seuls les 4x4 et les camions pouvaient circuler. Mais maintenant, tous les types de véhicules peuvent aller à Mananas. Ainsi, nous remercions le gouvernement et le projet CASEF pour la réhabilitation de cette route reliant Soav-Nadjin et Mananas. Par ailleurs, le projet CASEF aide également les agriculteurs dans la facilitation et le traitement des documents fonciers à travers la distribution de cartes foncières. Parlons santé à présent, le ministère de la Santé publique avec les partenaires techniques et financiers et divers organismes chargés de la lutte contre le VIH-Sida ont tenu ce jour une table ronde à Ivinj dans le but de déterminer ensemble les stratégies efficaces à adopter dans la lutte contre la propagation de cette maladie et le type de dépistage efficace et rapide. La plupart des gens hésitent encore quant au dépistage du VIH-Sida par peur de connaître les résultats du test d'après les explications. À cet égard, il a été discuté lors de cette table ronde l'utilisation du test 4e génération. Il est vivement recommandé à chacun de prendre ses responsabilités afin d'endiguer la propagation de ce fléau en encourageant l'utilisation de préservatifs et le dépistage. Il est également souligné que le traitement des sidéens est accessible gratuitement. Et les étudiants de l'école polytechnique de Wundwurm ont un projet visant à transformer les déchets en énergie renouvelable. Parallèlement, hier, les étudiants accompagnés de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo ont procédé à un nettoyage collectif de l'école, de leur résidence et des alentours de l'université. Reportage. Il est du devoir des étudiants de garantir la propreté de leur lieu d'études. Ainsi, les étudiants de l'école supérieure de Polytechnique de Wundwurm ont effectué hier un nettoyage collectif de leur école, de leur résidence, ainsi que des alentours de l'université. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique les ont soutenus en fournissant du matériel de nettoyage, des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, le personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo, le SMA ainsi que la commune d'Antananarivo ont également apporté leur aide. Les étudiants ont également un projet pour transformer les déchets en énergie ou engrais. C'est un projet important pour la gestion des déchets et la participation des étudiants marque également leur contribution au développement du pays.
Ce nettoyage collectif fait également partie de la participation des étudiants à la protection de l'environnement. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Plus de 1000 pèlerins sont morts lors du grand pèlerinage musulman qui s'est déroulé en Arabie Saoudite sous une chaleur intense selon un décompte réalisé aujourd'hui par l'AFP dont plus de la moitié étaient des pèlerins clandestins. Le point avec France 24. Autour de la Kaaba, beaucoup de couleurs. Ce sont les parapluies et les ombrelles des fidèles vêtus de blanc. Car tout est bon pour se protéger du soleil. Certains ne s'y risquent même pas et restent à l'ombre. D'autres s'aspergent d'eau. Il faut dire que les températures ont dépassé la barre des 52 degrés. Un seuil très dangereux pour le corps humain. Hier, nous étions en route et nous avons vu des cadavres le long de la route, recouverts d'un drap. Parce qu'ici, les températures sont très élevées. Je ne parle pas seulement des personnes âgées. Des jeunes sont morts aussi. Les autorités saoudiennes avaient pourtant prévenu, mais de nombreux rituels impliquent de rester à l'extérieur pendant des heures, en pleine journée. Le Hajj est un devoir obligatoire pour tout musulman en capacité. C'est une tâche difficile. Vous devez faire des efforts et accomplir les rituels même dans la chaleur et la foule. Selon Riyad, ce sont les pèlerins sans autorisation qui ont pris le plus de risques, car ils n'ont du coup pas accès aux installations climatisées et se retrouvent plusieurs heures sans nourriture et sans eau. Les décès ne sont pas rares lors du Hajj, le plus souvent dû à des bousculades et des épidémies. Mais désormais, ce pilier de l'islam, que tout bon musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie, subit de plein fouet les effets du changement climatique. Aux États-Unis, le gouverneur républicain de Louisiane a promulgué hier une proposition de loi prévoyant que les 10 commandements soient affichés dans toutes les écoles publiques de l'État dès l'année prochaine. Une loi qui viole la séparation de l'Église et l'État, déplore l'organisation ACLU. France 24. La séparation entre Église et État, totalement effacée en Louisiane, premier État américain à imposer l'affichage d'un texte religieux dans ses écoles. Une loi en ce sens a été signée mardi par le gouverneur républicain de cet État du Sud. La loi stipule que l'affichage des 10 commandements est désormais obligatoire dans les écoles primaires, au collège, au lycée, public comme privé. Car si l'on veut respecter l'état de droit, il faut partir de la loi originelle, celle de Moïse. Une loi qui détaille même précisément les règles d'affichage de ce texte biblique. Sur un support de 28 cm sur 35,5 au minimum, en caractère suffisamment large avec police lisible, qui précise que les 10 commandements constituent un élément éminent de l'enseignement américain depuis au moins 3 siècles. La loi signée, des associations de défense des libertés ont aussitôt indiqué qu'elles comptaient bien contester le texte en justice, en dénonçant son caractère inconstitutionnel. Le premier amendement prévoit que chacun peut décider de ses croyances religieuses sans pression de l'État. Les politiciens ne peuvent imposer leur doctrine religieuse aux étudiants et aux familles dans les écoles publiques. La séparation de l'Église et de l'État et l'intégrisme religieux font régulièrement débat aux États-Unis. En 1980, la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnel un texte de loi de l'État du Kentucky, similaire à celui de Louisiane aujourd'hui. Mais avec désormais 6 juges conservateurs sur 9 à la Cour suprême, les partisans de la loi espèrent que celle-ci tranchera cette fois en leur faveur. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat, mais contraint à former un gouvernement de coalition après un revers cuisant pour son parti aux dernières législatives, a souligné hier lors de son investiture que le pays entre dans une nouvelle ère. France 24 toujours. Des drapeaux sud-africains dans le ciel de Pretoria. En ce 19 juin, Cyril Ramaphosa entame son second quinquennat à la tête de l'Afrique du Sud. Cette investiture, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement du continent y assistent. Après avoir juré fidélité à la Constitution, il s'adresse à son peuple. La formation d'un gouvernement d'union nationale est un moment d'une grande portée. C'est le début d'une nouvelle ère.
Une nouvelle ère, contrainte et forcée. À 71 ans, Cyril Ramaphosa le sait, ce second mandat s'annonce bien moins confortable que le premier. En cause, le revers historique enregistré par son parti aux dernières élections législatives. Avec 40% des voix, l'ANC a perdu pour la première fois depuis 30 ans et la fin de l'apartheid dans le pays, la majorité absolue au Parlement. Il devra donc s'allier. La semaine dernière, un accord inédit a été conclu avec la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique, les deux partis travaillant désormais à un gouvernement de coalition inclusif. Pas question en revanche de s'associer à Jacob Zuma. Ancien patron de l'ANC, il est aujourd'hui le principal opposant de Cyril Ramaphosa. Vendredi dernier, l'ex-président a boycotté la première séance parlementaire durant laquelle son successeur a été réélu. La raison, les dernières élections législatives ont été selon lui truquées. Il assure que son nouveau parti, le MK, continuerait de contester les résultats en justice. Mesdames et messieurs, point final à cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film G.I. Joe. Sur ce, très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.